On parlait tout à l'heure de recours, de plainte contre l'État. Et nous avons donc sur ce plateau Maître Almami Samori Traoré, avocat. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci. Votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs. Merci donc de votre disponibilité. Dans un premier temps, nous parlions du retrait donc, de la chaîne Joma, bien d'autres chaînes d'autres, mais vous êtes l'avocat du groupe Joma. Et Joma donc, a intenté une sorte de recours contre la HAC et la Cour suprême a rejeté. Est-ce que vous avez compris cette décision de la Cour suprême? Est-ce que vous pensez que ça n'a pas respecté les procédures, tout au moins? Alors, merci. À l'entame déjà, je voudrais exprimer ma solidarité à toute la presse, bien que ce soit le conseil de Joma et tout ça. Alors, effectivement, quand la décision de retrait est intervenue, je rappelle qu'il s'agit d'une lettre qui date du 6 décembre 2023, qui a été le président de la HAC qui a été adressé au directeur de Canal, visant le retrait de Joma du groupe de Bouquet Canal. Et quand nous avons reçu cette notification, après l'assistance auprès de Canal, nous avons initié un recours en annulation contre la décision au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême, qui est la juridiction compétente en la matière. Et nous avons accompagné cette requête d'une requête aux fins de sursis à exécution de la décision. Vous savez, les décisions à caractère administratif ont ce qu'on appelle le privilège d'exécution préalable. C'est-à-dire que quand la décision est prise, avant même que vous le contestez, ou vous l'exécutez d'abord avant de le contester. Donc, effectivement, le retrait était déjà effectif et nous avons demandé à ce qu'il y ait un sursis à exécution de la décision. Alors, une décision est intervenue de la Cour suprême le jeudi que je n'ai pas compris, pas parce que je suis le conseil de Joma, mais je n'ai pas compris le sens de la décision. Parce que la Chambre a estimé que, puisque le retrait est effectif, d'accord, et que le sursis qui a été sollicité devient sans objet. D'accord. C'est-à-dire pour elle, la décision de sursis, en fait, le retrait était déjà effectif, donc on ne peut pas demander à ce qu'il y ait un sursis à exécution de la décision. Alors que ce que nous demandions, c'est que... Le vin est tiré, il faut boire en quelque sorte. Il faut le boire. C'est comme si on était devant le fait accompli, alors que ce n'est pas le sens. Une décision administrative... Donc, dans un autre jargon, peut-être dans votre vocabulaire, on aurait considéré ça comme un trouble qui était en cours, qu'il faut arrêter, même si le fait était déjà Justement, parce que l'article 90 de la loi sur la Cour suprême est clair. Il y a deux cas dans lesquels on peut demander le sursis. Lorsque les conséquences de la décision sont manifestement irréparables ou irréversibles. L'irréversibilité des conséquences de la décision de retrait, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivé ici avec une tristesse. Absolument. Je trouve qu'il y a beaucoup d'employés qui ne sont pas là, qui ont été mis en chômage technique. Quand j'ai été hier à Espace, c'était la même chose. J'ai trouvé vide. Mais j'ai dit au juge, si ces médias ont décidé de venir vous voir, c'est parce qu'il y a le principe de la séparation des pouvoirs, tel qu'aime le rappeler l'actuel ministère de la Justice. Mais si on ne vient pas vous voir, c'est que si on ne peut pas se plaindre chez vous, c'est qu'il faut fermer les tribunaux et puis les gens là vont faire de nous ce qu'ils veulent. Et malheureusement, la décision là a été rendue que je trouve personnellement incompréhensible. Mais on attend, puisque c'était juste la question de sursis, on voulait juste qu'on puisse remettre les médias sur le bouquet et qu'on puisse continuer la procédure. Après, la Cour, elle nous dira est-ce que la décision de la HAC est valide ou pas. Ah, donc ça, c'est un autre niveau de la procédure. Oui, en fait, vous savez, il y a le recours, le fond, du contentieux, c'est par rapport à l'annulation de la décision de la HAC. Maintenant, avant que cette décision d'annulation n'intervienne, la loi dit qu'on nous permet aux requérants de demander à la Cour d'ordonner un sursis à exécution de la décision. C'est ce contentieux qui a été examiné le jeudi. Donc le contentieux sur le fond, le principal contentieux sur l'annulation de la décision est attendu, qui doit être examiné dans les prochains jours par la Chambre administrative de la Cour suprême. Très bien. Voilà. Nous attendrons donc cette autre, si vous voulez, dimension de la procédure. Alors, pour parler toujours de justice et de procès, et vous êtes aussi l'avocat
de M. Kabine Silla, communément appelé Bill Gates, qui est le PDG du groupe Joma, à l'intérieur duquel grand groupe, il y a aussi ce groupe de médias. Alors, la question que nous nous posons, sauf si je me trompe, hein. Il est l'actionnaire et non le PDG. Non, vous êtes l'avocat, je veux dire. Oui, voilà. bien sûr. Donc, il y a une décision qui a été prise de le libérer, mais apparemment, il est toujours en prison. Comment ça se comprend, ça? Ben, c'est incompréhensible, parce qu'on a atteint une phase de la procédure où on n'est plus dans une situation en fait de droit. Mon niveau d'études n'est pas arrivé là où nous sommes arrivés actuellement. Parce que, n'oubliez pas, contrairement à toutes les autres procédures qu'on peut avoir devant les juridictions, le cas de Bill Gates, c'est vraiment une procédure atypique. C'est atypique en ce sens que lui, on n'est même pas encore au stade de preuve. On est au stade de charge. C'est-à-dire son dossier n'est pas encore devant un juge du jugement. Les juges d'instruction qui étaient chargés des enquêtes, parce qu'un juge d'instruction en matière financière, c'est un juge enquêteur. Ça veut dire que lui-même, il pose des actes d'investigation de nature à l'éclairer. Mais il le fait à charge et à décharge. Donc, ces juges-là ont estimé qu'il n'y a pas de charge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge suffisante. Ça veut dire qu'il ne doit même pas être jugé. Bill Gates n'est pas en train d'être jugé. On est en train d'abord de vérifier est-ce qu'il mérite d'être jugé. Donc, à 2 niveaux de procédure, les juges estiment qu'il n'est pas jugeable. Bon, le procureur estime qu'il a jugé, donc il a fait pourvoi devant la Cour suprême. Ça, c'est sur le fond du contentieux, le non-lieu. Donc les charges ont été abandonnées par les juges. D'accord. Mais là où nous sommes, c'est par rapport à sa détention, qui fait mal à plus d'un. Même les adversaires de Bill Gates admettent que, effectivement, sa détention est arbitraire. Pourquoi ? Parce que, vous savez, en matière correctionnelle, de délit, parce que toutes les infractions en général qui sont devant la CRIA sont des infractions correctionnelles. Donc, normalement, quand vous êtes placé sous mandat, c'est 4 mois, renouvelable une fois. Donc, c'est 8 mois. Mais en matière de détournement de deniers publics, ce délai peut aller jusqu'à 12 mois, conformément à l'article 236 dernier alinéa du Code de procédure pénale. Donc, ça, c'est 12 mois. Il a été placé en détention le 3 novembre 2022 et le 27 février 2023, la Chambre d'instruction, le dossier était encore à l'instruction, a organisé une audience de prolongation ou pas du mandat, parce que ça, c'est une exigence de la loi. À l'issue de cette audience-là, où le parquet, représenté par M. Ali Touré, était à l'audience, la Chambre est parvenue à dire qu'on ne peut pas le maintenir en détention parce qu'on a saisi tous ses biens et que sa détention n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité et à la conduite normale de la procédure. Contre cette décision, le parquet a fait appel. Et vous savez, quand vous faites appel contre une décision, entre-temps, le délai court, le délai de détention. Donc, il tombe dans son propre piège, en fait. En appel, la Chambre de contrôle parvient à la même conclusion qu'il faut le libérer. Il s'est pourvu en cassation. Je rappelle simplement que les pourvois que fait le procureur à l'UTE sont simplement dilatoires. C'est une façon de retarder les gens en prison. Sauf que si la personne est en détention préventive et le dossier est encore à l'instruction, sa détention devient illégale une fois que le délai maximum légal de détention dépasse. Ce qui est arrivé dans le cas de Bill Gates. Il est en prison, la Cour suprême a cassé la décision de non-renouvellement de mandat et on est revenu devant la Chambre de contrôle, cette fois-ci autrement composée donc par de nouveaux magistrats. À ce niveau, ce qui est arrivé, c'est que de juillet, parce que la décision est arrivée à la CRIEF depuis le 26 juillet. De 26 juillet jusqu'en février passé, en mars, ils n'ont pas organisé le procès. Moi, j'avais saisi un juge de référé, puisqu'on refuse de recomposer la Chambre, puisque M. Kabine Silla, comme tout citoyen, a droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai raisonnable, j'ai demandé au juge de référé, si l'État ne recompose pas la Chambre, qu'on le libère. Cette procédure a traîné, elle n'a jamais connu une suite. Entre-temps, la Chambre, la nouvelle composition, donc de nouveaux magistrats nommés à la Chambre de contrôle, ont décidé d'organiser l'audience qui s'est tenue le 15. Et le lendemain, la Chambre a rendu sa décision. La façon dont ça a été accéléré, nous avons compris. Parce que vous ne pouvez pas être épris de justice. Et que vous êtes un magistrat, vous avez prêté serment
non pas de rendre justice au nom d'une personne, mais au nom du peuple de Guinée, et c'est ce qui figure dans toutes les décisions de justice, au nom du peuple de Guinée. Et que vous ne soyez pas sensible à cette situation. Donc, nous, le procureur a demandé, je rappelle que c'est Ali lui-même qui était à l'audience, il a demandé à la Chambre de confirmer l'ordonnance, au motif qu'il s'est placé dans le contexte dans lequel la décision là a été rendue. La Cour suprême avait cassé parce qu'il y a des personnes qui étaient potentiellement des complices ou des témoins et qui auraient dû être entendus et qui ne l'avaient pas été, sauf que ces personnes n'ont jamais été identifiées, n'ont jamais été connues, ou leur identité n'a jamais été révélée par le parquet. Donc finalement, mais sauf qu'entre-temps, le moment où la décision de la Cour suprême est intervenue, l'information a été clôturée. Entre-temps, c'est qu'il y a eu un non-lieu, il y a eu appel. Donc en appel, le non-lieu là a été confirmé. Donc le motif pour lequel la Cour suprême avait cassé la décision avait disparu. Donc le renouvellement du mandat devient sans objet. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième chose, c'est que même si ce motif-là existait, la Chambre ne pouvait pas renouveler. Pourquoi? Parce qu'il a fait 17 mois en prison. Alors que la durée maximum légale en matière de correctionnelle est de 12 mois. 12 mois. Donc nous, on a demandé à la Chambre, si vous pouvez renouveler le mandat et que vous restez dans le délai légal, décidez. Renouvelez si vous voulez. Donc c'est un phénomène judiciaire qui n'a pas d'explication. Oui. Maintenant, au-delà de ça, avant que vous nous posiez votre question. Oui, avec plaisir. La Chambre nous a suivis parce que le parquet a été incapable de contrecarrer l'argument selon lequel la durée maximum était dépassée. Je comprends, Ali Touré, c'est comme un avocat qui serait dans un dossier et qui n'a pas d'argument à faire valoir. Bien. Donc il se dépend du mieux qu'il peut pour rendre compte à qui des droits, pour préserver le poste qu'il a. Et peut-être, j'espère pour lui que ça continue après cette transition. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'a pas pu développer, et le juge l'a mentionné dans son arrêt, pour dire que le parquet n'a pas réagi par rapport aux 17 mois de détention dépassant la durée maximum. L'arrêt est disponible parce que moi, je l'ai publié. C'est une décision de justice qui doit être à la portée de tous. Le juge est allé plus loin pour préciser dans sa décision qu'elle ordonne la liberté d'office de cabinet Silla, une liberté d'office et immédiate, et qu'elle ordonne pour se faire au procureur, parce que c'est lui qui est chargé d'exécuter les décisions de justice, l'exécution de la décision, nonobstant tout recours, et avant enregistrement. Vous savez, quand une libération de Bill Gates, nonobstant tout recours. Le juge l'a précisé. Donc ça veut dire qu'il devait être libre au moment où nous sommes sur ce plateau. Non, le juge, à partir du moment où le juge a prononcé, avant que le greffier n'enregistre la décision, il devait être libre. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Il est en prison. Il est toujours en détention. Ouais. Et malheureusement, nous, on a... le parquet, en fait, est soutenu en réalité par l'exécutif. C'est trop simple. Okay. Parce que lui, il relève normalement du ministre de la Justice parce que ce dernier a la possibilité de lui donner des instructions. C'est pourquoi nous, on a écrit au ministre de la Justice, pas en tant que ministre de la Justice, parce que là, la loi nous l'interdit en tant qu'avocat, mais nous l'avons saisi en tant que ministre des droits de l'homme. Parce que c'est lui qui est garant de la liberté d'aller et de revenir. Et même, je l'ai dit hier sur un plateau, le président Mamadi, quand il a prêté serment sur la charte, dans son serment, il est précisé qu'il est garant de l'indépendance de la justice, garant de l'exécution des décisions de justice. Donc c'est pourquoi je dis que Ali relève de lui, c'est Ali qui doit délivrer l'ordre de mise en liberté. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, hier, nous lui avons servi un commandement aux fins d'exécution et à lui et au régisseur et au directeur de l'administration pénitentiaire. Yeah. Nous avons saisi le greffe de la CRIEF de délivrer la grosse de la décision et nous avons saisi, et ce qui est le plus important, le bâtonnier de l'ordre des avocats. Yeah. En lui posant clairement, puisque le barreau est sentinelle de l'état de droit, de l'exécution des décisions de justice, pour que les dispositions puissent être prises, parce que si ça continue comme ça, les avocats ne servent à rien. Rapidement, maître, donc, si le parquet est soutenu par l'exécutif, ce qui voudrait dire d'office que l'exécutif s'est immixé dans le judiciaire. Mais si vous êtes le garant de l'exécution des décisions de justice, et que vous ne faites rien alors qu'une décision est rendue, vous êtes complice de cela. Merci. Donc, certainement, ça sera un cas d'école. Il faut bien que l'on trouve une explication à ce schéma-là où on demande à ce qu'on libère quelqu'un, un prisonnier, et qu'il soit encore en prison
Et comme Maître l'a dit, il n'a aucune explication scientifique, juridique à ce schéma-là, si ce n'est peut-être que un phénomène politique, tout simplement, un détenu politique peut-être. En tout cas, on restera sur ce sujet, on suivra le cas Bill Gates, donc Cabinet Silla, et tous les autres d'ailleurs qui sont en prison injustement désormais, puisque ceux qui leur est reproché, qu'ils n'ont pas encore reconnu, est bien reprochable à ceux qui sont en liberté et qui ont géré notre pays depuis notamment le 5 septembre. C'est là le paradoxe CNRD, malheureusement.